moi, à chaque fois, je continue de découvrir des nouvelles choses. Et quand on les découvre, on les retient, on commence à les maîtriser et après, on se sent plus expérimenté. Mais on a la chance d'être quand même en France, d'avoir recours à pas mal de connaissances, que ce soit en ligne, etc., mais aussi à d'autres spécialistes. Et des fois, quand je sais pas, j'adresse le patient à quelqu'un et après, j'ai un retour. Et avec le retour, j'apprends. Je me dis, ah, ok, c'était ça. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, bonjour, bienvenue. Et ce matin, je suis très content de recevoir le docteur Walid Mekedem. Bonjour et bienvenue, doc. Bonjour Philippe, très content d'être là. Alors vous êtes Walid Mekedem, mais on vous connaît sous le nom de Avicenne sur Internet. Voilà, c'est votre nom de scène, c'est comme ça que je vous ai connu. Et j'ai l'impression, ce que je vous disais, j'ai l'impression de très bien vous connaître parce que j'ai regardé toutes vos vidéos. Et donc, c'est la proximité qu'il y a sur les réseaux sociaux, en fait. Alors franchement, déjà, je suis flatté, je suis content que vous ayez regardé mes vidéos. Je suis pas le seul, parce que vous êtes une star sur les réseaux. Donc... en tout cas, ça me fait plaisir. Et je peux comprendre ce que vous dites parce que du coup, forcément, je fais des vidéos sur Internet, mais parce que beaucoup de monde aussi m'a inspiré. Et c'est vrai que moi aussi, je suis assez fan de pas mal de personnalités sur les réseaux. Et il y en a pas mal que j'aimerais rencontrer aussi en vrai. Ouais, mais c'est surtout la proximité. On a l'impression de, quand on voit des vidéos et qu'on suit les gens depuis des années, on a l'impression de bien les connaître finalement. Exactement. Bien, on va mieux vous connaître aujourd'hui. Alors, Avicenne, pour ceux qui nous écoutent, ça se prononce comme Avicenne, comme le médecin, mais ça s'écrit différemment. Exactement, donc je peux l'expliquer si vous voulez. Allez-y. Du coup, Avicenne, je me suis inspiré forcément du médecin connu sous ce nom. Mais je me suis dit qu'on allait modifier un petit peu l'orthographe. Pourquoi ? Tout simplement, Avi, ça vient du format .avi qu'il y avait sur la fin de mes vidéos quand je les faisais justement sur les ordinateurs. Et puis, il y a le mot scène. Pourquoi ? Tout simplement pour la mise en scène que je fais dans mes vidéos, mais aussi pour le fait qu'il fut une époque où j'ai fait un petit peu de stand-up. J'en parle pas beaucoup dans mes vidéos, etc. Mais ça m'est arrivé et du coup, au moment où j'ai commencé tout ça, les vidéos, la scène, la médecine, j'ai fait un mix de tout ça et j'ai trouvé le nom Avicenne et je trouvais que c'était nickel. C'est vrai que le côté stand-upper a un petit peu été zappé de votre storytelling, mais vous êtes aujourd'hui médecin généraliste salarié, vous êtes médecin depuis plus d'1 an. Exactement, donc j'ai fini sur la fin d'année 2020. Et puis, du coup, j'ai exercé depuis. Et très récemment, je suis arrivé là sur Paris et j'ai changé un petit peu mes habitudes de travail. Et vous l'avez dit, je suis maintenant salarié d'un centre de santé. Mais pendant toute l'année qui a précédé, j'ai fait de la médecine libérale. Du coup, là, je suis en train de tenter une nouvelle aventure, à voir si ça me plaît ou pas, affaire à suivre. Co-auteur de Tout savoir sur les études de médecine, et c'est comme ça qu'on vous a découvert, puisque vous avez créé votre personnage d'Avicenne sur les réseaux au moment de la 5e année de vos études de médecine, et vous avez raconté à tout le monde ce que c'était vraiment la réalité des études de médecine. Et c'est comme ça que les gens ont commencé à vous suivre. Exactement, dis donc vous êtes bien au courant. Je dis, j'ai regardé vos vidéos à l'époque où vous aviez des cheveux. C'est parce que, enfin encore plus de cheveux. Ouais. Est-ce que c'est parce que vous avez fait trop de garde que vous avez perdu vos cheveux ? Franchement, je me pose souvent la question. Je me dis quel aurait été l'état de mon cuir chevelu si j'avais pas fait autant d'années d'études et de garde à l'hôpital. J'en sais rien. Mais bon, en tout cas, faut faire avec aujourd'hui. Mais c'est vrai que vous avez dit, du coup, j'ai commencé 5e année à faire les vidéos sous le nom d'Avicenne. En réalité, je faisais déjà des choses un petit peu avant. Sur Facebook ? Exactement, sur Facebook. Et c'était vraiment des vidéos un petit peu sans fil conducteur. Et arrivant en 5e année, j'avais vraiment envie de créer un personnage et d'avoir une ligne conductrice. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à mettre en scène un peu les galères d'étudiants, les révisions, les examens, toutes ces choses-là. Et j'ai créé le personnage d'Avicenne. Et du coup, finalement, cette manière de mettre en scène un petit peu les galères de la vie quotidienne des étudiants, ça a duré 2 ans. Et puis, arrivé sur le début de mon internat, c'était finalement le début d'une nouvelle période. Et je me suis dit, bon, allez, on commence quelque chose de nouveau et on change un petit peu de disquette pour pas faire tout le temps la même chose. Et du coup, là, j'ai lancé la chaîne YouTube avec des vidéos qui étaient quand même assez différentes. C'est-à-dire qu'avant, vraiment, on était sur du sketch, etc. Et là, c'était des vidéos parfois sérieuses, parfois marrantes. En fait, je m'adaptais finalement à ce que je vivais au quotidien. Des fois, je racontais ma vie. Des fois, je réagissais sur des faits d'actu. Des fois, je mettais en scène quand même de manière marrante des choses que je vivais. Et aujourd'hui,
il y a eu encore un changement, c'est-à-dire qu'au bout de 3 ans d'internat, finalement j'ai terminé, je suis devenu médecin, et là je me suis dit, allez, on change encore une fois de disquette, et aujourd'hui, en tant que docteur, je pense avoir cette petite légitimité pour faire un peu de vulgarisation médicale sur Internet, et c'est la ligne conductrice que j'essaye d'avoir sur ma chaîne. Et c'est le plus difficile à faire, la vulgarisation en médecine. D'ailleurs, si vous avez des verres, Exactement, des verres au derrière, vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube pour en savoir un petit peu plus. Un petit peu plus pour si vous avez des enfants, mais c'est des vrais sujets de toute façon qu'il faut évoquer. Vous avez 28 ans, vous êtes un jeune docteur, vous n'êtes pas un enfant de la balle, c'est-à-dire que dans votre famille, il n'y avait pas forcément de médecin. À quel moment vous avez su que c'est ce métier-là que vous feriez ? Alors, bonne question, d'ailleurs on me la pose souvent. En fait, à vrai dire, j'ai pas vraiment la réponse. C'est-à-dire que je fais partie de ces gens qui savent depuis très longtemps ce qu'ils veulent faire. Et d'ailleurs, je pense un petit peu que c'est une chance parce que finalement, je sais très bien que c'est très difficile de choisir un petit peu son parcours, etc. Moi, j'ai pas trop eu à me poser la question depuis tout petit. Alors pourquoi ? Je ne sais pas. Mais j'avais envie de faire médecine. Et du coup, ça s'est fait instinctivement, quoi. D'accord. Vous avez une mère qui est prof de maths et un père qui est éducateur spécialisé en fait. Oh là 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 là, là je suis épaté. Ah là, mais il y a des gens qui là-bas, ça fait des fiches. Hein. Ah ouais, non, mais franchement, c'est top. Effectivement, ma mère, elle était prof de maths dans un lycée en Algérie. Et mon père, lui, est éducateur spécialisé. Donc après, ma mère ici en France, elle a été pendant très longtemps mère au foyer. Mon père continue d'être éducateur. Et puis voilà. Alors vous parlez très peu de vos origines dans vos vidéos, tel point que j'étais obligé de vous demander, mais alors vous venez d'où ? Et donc en Algérie, c'est où précisément ? Alors en Algérie, du coup, c'est la région des Aurès. Donc je suis berbère, ce qu'on appelle les Chaouis. Les Chaouis, oui. Exactement, je suis Chaoui. Et du coup, ma mère vient d'un petit village qui s'appelle Haris. Et mon père d'un village encore plus petit et plus perché dans les montagnes qui s'appelle Nouadher. Donc voilà d'où je viens, enfin d'où mes parents viennent. Moi je suis né en France, mais c'est vrai que mes parents sont nés en Algérie et sont venus plus tard en France. Vous êtes un petit gars du Nord. Finalement, de la famille d'où vous venez, est-ce que c'était facile d'avoir l'ambition de devenir médecin et de faire des études de médecine ? Est-ce qu'à un moment donné, on vous a pas dit non, attends toi, médecine c'est pas pour toi ? Alors, c'est une bonne question aussi. Pareil, là, franchement, j'ai eu de la chance. Je remercie la vie. J'ai été quand même assez bon à l'école sans trop avoir de difficultés. Donc, les choses pour moi ont été quand même assez simples jusqu'au lycée. D'accord ? Après, au lycée, c'était plus difficile, plus compliqué. Mais j'ai eu un parcours scolaire normal. Je n'étais pas le meilleur, mais j'étais l'élève moyen. Donc, sur mon cursus, on ne m'a jamais mis forcément des bâtons dans les roues en me disant t'as pas trop de profil. T'es un élève lambda, si tu veux t'inscrire à la fac, inscris-toi à la fac. J'ai une bac avec mention quand même. Exactement. J'ai mention bien. Ouais, pas mal. Mention bien, voilà. Ça aide. Ça aide, voilà. Ouais. J'ai un 14 comme ça au bac, je pense. Donc, l'élève qui sort pas de la masse, mais normal, qui peut avoir la prétention de se dire, je m'inscris à la fac de médecine, on verra ce qui se passe. Mais est-ce que c'était facile d'avoir ces ambitions ? Est-ce qu'on vous a laissé rêver ? Vous avez fait une vidéo sur le sujet, sur le racisme qu'il y a dans ce milieu. On n'est jamais préparé aux études de médecine. Tant qu'on n'y est pas, on ne sait pas ce que c'est la réalité. Est-ce que vous avez senti, par exemple, que c'était un milieu où il y avait du racisme ? Alors, j'ai senti qu'il y avait des frontières qui n'ont pas forcément encore été cassées et je pense qu'elles existent encore. Alors, c'est vrai qu'arriver en fac de médecine, en tout cas, une fois qu'on a passé la première année, parce que la première année, c'était vraiment la porte ouverte à tout le monde. En plus, c'était pas l'époque de Parcoursup, etc. Donc, je me souviens, en première année, on était genre 3000. Donc, après, une fois que le tri a été fait, qu'on arrive dans les années supérieures... C'est-à-dire que vous avez été trié la deuxième année de la première année. Voilà, moi, j'ai pu... Vous avez mis 2 ans pour faire votre première année. Exactement. Franchement, je suis étonné, je sais pas qui fait les fiches. Mais... Ouais, non, mais ils sont nombreux à les faire. Ouais. Ok, non, mais c'est super. Mais vous verrez, parce que en fait, c'est ça la notoriété. À partir du moment où vous devenez connu, tout le monde fouille. Ah ouais, non, c'est incroyable. Là, tout le monde cherche, vous savez, et on cherche. Et quand on cherche, on trouve. Ok, non, mais c'est incroyable. Mais effectivement, j'ai fait ma première année en 2 fois. Je l'ai pas eu du premier coup. D'ailleurs, souvenir quand même assez douloureux parce que du coup, la première année, il y a eu un engagement incroyable de ma part. C'est-à-dire, on sort du lycée et là, on se retrouve dans une année de concours de fac extrêmement difficile. Franchement, j'ai tout donné et je le rate en plus à très très peu. Donc franchement, à 17-18 ans, encaisser un échec comme ça, c'est pas facile. Du coup, après, voilà, c'est tout. J'ai rebondi. La deuxième année, je l'ai très bien réussi. Et du coup, j'ai pu passer dans les années supérieures.
Et comme je disais, bon, en tout cas, ce que j'ai remarqué, je ne sais pas si c'est le cas partout dans les facs de médecine en France, mais c'est vrai qu'il y a quand même certains milieux qui est pas mal représenté dans les années supérieures en médecine. Et qui a quand même... C'est quoi, c'était fils d'eux? Bah, voilà, fils d'eux, c'est peut-être un petit peu... Non, quand je dis fils d'eux, c'est des fils de médecins ou d'un milieu médical? Bah, pas forcément milieu médical, mais quand même, on va dire la classe moyenne supérieure et la classe aisée, qui est pas mal représentée. Après, effectivement, comme la promo était assez grande, il y avait évidemment des gens qui venaient un peu de partout, mais je pense que si on fait des pourcentages, en tout cas 10 ans en arrière, je ne sais pas ce que ça donne aujourd'hui, c'est vrai que, on va dire, les gens de mon milieu n'étaient pas très représentés. D'accord ? Donc, c'est sûr qu'ensuite, dans les années, dans les interactions, etc., qu'on peut avoir avec d'autres, on peut sentir parfois des genres de barrières du fait qu'on n'a pas forcément les mêmes codes. On n'a pas même grandi au même endroit, on n'a pas les mêmes habitudes, on n'a pas eu les mêmes fréquentations. Et en tout cas, c'est un âge où je trouve que c'est un petit peu difficile aussi de s'imposer, de faire du rentre-de-rente, de casser ces barrières. C'est plus facile aujourd'hui quand voilà, j'ai 28 ans, je suis médecin, maintenant peu importe où je vais, je me sens à l'aise et je peux discuter avec n'importe qui. Mais c'est vrai que quand on fait la transition, bah parfois c'est un petit peu compliqué. Donc après, bon, les années d'études se sont bien passées pour moi, il n'y a pas eu de problème vraiment. Il faut expliquer aux gens qu'un médecin, il faut 10 ans pour le faire. Exactement. 10 ans, c'est une décennie. 10 ans de sacrifice, parce que et c'est ça qu'on comprend en regardant vos vidéos. Déjà, pendant 10 ans, on vit de quoi? C'est les parents qui continuent à aligner. Exactement. C'est pour ça que je dis que il y a aussi des différences qui font qu'on ne vit pas les études de la même manière. Moi, du coup, je viens d'une ville qui s'appelle Tourcoing, donc il n'est pas très très loin de la fac de médecine, mais quand même en transport en commun, bon, j'en avais pour 1 heure pour faire le trajet de chez moi jusqu'à la fac. On n'avait pas les moyens de se payer un appart à Lille alors que je viens de Tourcoing, donc il fallait faire la route en transport en commun jusqu'au jour où j'ai eu le permis et j'ai pu avoir une petite voiture et faire les trajets comme ça. Mais pendant 10 ans, on reste à la charge de ses, à la charge de ses parents, quoi. Exactement, c'est-à-dire que surtout que première année, il n'y a rien, deuxième année, troisième année, rien. Arrivé à la période qui s'appelle l'externat, on commence à faire des petits stages à l'hôpital, on reçoit une indemnité, mais qui est l'équivalent de 100 à 200 euros par mois. Donc finalement, c'est symbolique, mais on ne peut pas faire grand-chose avec. Du coup, moi, j'étais boursier, donc ça me permettait de ne pas payer les frais d'inscription, et puis de payer un petit peu mes livres, tout simplement. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, j'avais 0 épargne et aucun moyen de faire forcément rentrer de l'argent, parce que c'est très difficile aussi d'avoir un travail à côté quand on est pris à temps plein par des études qui demandent un engagement, un gros engagement. Peut-être des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui aimeraient justement s'engager dans des études de médecine, qui se demandent à quoi ça correspond. C'est cher, par exemple, de faire médecine? Alors, effectivement, malgré le fait que la fac est publique, c'est quand même cher. Pourquoi? En fait, il y a plein de raisons à ça. Bon, déjà, si on n'est pas boursier, il faut payer les frais d'inscription qui sont, je pense, autour de entre 400 et 1000 euros selon les facs. C'est pas ça le plus cher. C'est le fait, en fait, comme vous dites, de ne pas avoir de revenus à côté et de devoir se payer son restaurant universitaire, se payer ses bouquins, pour certains, se payer des écoles prépa à côté pour justement préparer le concours. Sachant qu'en plus, maintenant, avec les nouvelles réformes, on n'a pas le droit de redoubler la première année. Et du coup, ça a laissé un terrain monstre à toutes les écoles préparatoires privées à côté qui se font un business incroyable et qui se disent « Bon, si vous voulez réussir, venez chez nous ». Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, les prix pour une année de prépa, c'est peut-être 5 000 euros. Donc oui, aujourd'hui, les gens qui font médecine, même si la fac, elle est gratuite, quasiment, dépensent pas mal d'argent. Et après, comme vous avez dit, les études sont longues. Et quand arrivé à 23, 24 ans, on est en 4e, 5e année, on touche que 200 euros par mois. Et qu'on travaille à temps plein sur ses cours, ses stages, ses gardes, ouais, c'est cher quand même. Donc, c'est là où il y a un investissement et qu'il faut se préparer à ça, quoi. Exactement. Donc après, voilà, selon aussi le milieu, etc., d'où on vient, on a plus ou moins des facilités. Donc moi, dans l'entourage que j'ai eu en médecine, je connaissais des gens qui, dès la première année, avaient un appartement à eux, n'avaient pas à payer le loyer, etc. Ça appartenait à leurs parents. Et voilà, ils avaient déjà la voiture, ils avaient tout. Et puis après, moi, je ne vais pas dire que j'étais le plus à plaindre, mais bon, voilà, j'ai eu ma petite 106 arrivée en 3e année. Avant ça, pendant 3-4 ans, j'ai fait les trajets en transport en commun. J'avais la bourse qui me permettait de payer mes bouquins et de temps en temps un petit quick ou un McDo. Mais voilà, bon, je suis pas à plaindre. Et après, il y en a pour qui c'était vraiment plus difficile, qui viennent de milieux beaucoup plus défavorisés. Et là,
pour certains, il y avait aussi l'obligation carrément d'avoir un job D'avoir un job alimentaire, ouais. Voilà, un job alimentaire. Et ça, c'est très difficile quand on est médecine. Ça se répercute sur les résultats. Voilà, il s'appelle Walid Mekedem, mais vous le connaissez sur les réseaux sociaux avec sa chaîne YouTube, ça s'appelle Avicenne, qui est devenue aujourd'hui une chaîne de vulgarisation médicale. Mais pour tous ceux qui veulent se lancer dans des études de santé, vous verrez, il y a tout le parcours. Alors, on parlait de la 5e année, date à laquelle vous créez votre chaîne, qui est, par parenthèse, pour ce qui concerne l'étudiant en médecine que vous êtes, l'année la pire que vous ayez vécue. Alors, je le redis, mais je suis épaté du niveau de connaissance sur mon parcours. Mais effectivement, la 5e année, ça a été très, très difficile parce que c'est une année qui mêle à la fois cours, qui mêle le stage à l'hôpital, des stages pour moi qui étaient très prenants. Et quand je dis cours à côté, c'est aussi l'apprentissage de pas mal de bouquins, mais qui étaient vraiment... on avait une quantité incroyable de choses à apprendre sur cette année-là. Et c'est vrai que ça a été une année très difficile. Moi, je retiens cette année. Après, pour certaines personnes, ce sera d'autres. Mais en tout cas, la 5e année m'a bien marqué. Ouais. Est-ce que les séries, enfin les séries hospitalières vous ont incité à faire ce métier ou pas? Oui. Est-ce que vous avez retrouvé dans le métier que vous faites quelque chose de cette ambiance qu'on voit à la télé? Alors, incité, je sais pas, mais c'est vrai qu'il y avait une série que je regardais. Je sais qu'il y en a beaucoup qui existent sur sur le monde médical, mais moi, c'était Urgence. Urgence, c'était vraiment genre la série médicale que je regardais et je trouvais ça dingue. Et c'est vrai que c'est marrant parce qu'il y a un genre de paradoxe parce que Urgence, forcément, ça se passe aux urgences et ça me donnait vraiment envie d'aller travailler aux urgences. Après, quand je l'ai connu en vrai, je fais ah non, c'était pas pour moi. En internat, vous avez fait 6 mois aux urgences, vous racontez votre semestre aux urgences, vous dites que c'est pas pour vous. Et vous vous étendez pas pourquoi c'est pas pour vous. C'est bizarre d'ailleurs, comme s'il y avait un secret autour de ces semestres qui s'est passé. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé aux urgences? Alors, les urgences, à vrai dire, c'était déjà pas mon terrain d'exercice préféré parce que j'ai connu les urgences dans les années qui ont précédé. Pas de manière aussi longue que pendant l'internat, mais j'avais déjà été aux urgences et c'était pas ce que je préférais. Après, pendant l'internat, il y a eu 2 choses. Il y a eu 1, la pratique en soi de l'exercice aux urgences, et 2, la manière dont moi j'ai vécu les choses, avec aussi le corps médical autour, etc. Moi, ça a été vraiment un semestre horrible où j'ai pris très très cher. J'en ai pris plein la gueule, si on peut dire les mots. Franchement, j'étais pas avec des chefs sympas, et il y en a certains qui m'ont fait une misère monstrueuse pendant les 6 mois. Heureusement, je touche du bois, je suis assez solide pour résister à ce genre parfois de rentre dedans. Mais il y a des personnes très connues durant les études et durant l'internat qui prennent aussi très cher via leur hiérarchie, leur chef, parce qu'il y en a qui sont vraiment pas cool et qui le vivent très très mal. Moi personnellement, je me confesse, je l'ai pas bien vécu, mais j'ai su me dire, voilà, telle date ça se termine et on n'en parle plus. Donc d'une part, il y a ça, donc forcément, j'ai pas un très bon souvenir. Et après, il y a l'exercice en soi, si on met tout ça de côté. C'est vrai que les urgences, c'est un rythme particulier où on fait beaucoup de garde aussi, de 24 heures, où les patients s'enchaînent, où vous avez toutes ces images des gens qui attendent dans les couloirs, qui tendent un petit peu les bras comme ça, qui vous interpellent. Et puis il y a ce côté aussi où vous êtes fatigué, vous n'avez pas le temps pour vous, pas le temps de manger, pas le temps de pisser. Il y a des gens qui viennent pour vraiment pas grand-chose. Alors, est-ce que c'est de leur faute? Pas forcément, parce que c'est vrai que c'est difficile pour les gens de trouver des médecins. Mais c'est vrai qu'aux urgences, on pense urgence. Mais en fait, quand vous y travaillez dedans, vous voyez plein de petits trucs qui n'ont rien d'urgent. Et ça les engorge. Ça vous fait une somme de travail astronomique à faire. Et à côté, il y a tout aussi les difficultés, des vrais trucs compliqués à gérer. Le fait d'être souvent aussi livré à soi-même. C'est vraiment un exercice très très compliqué. Bravo à ceux qui font ça de toute leur vie. Moi, franchement... Mais c'est un sport, finalement. C'est ceux qui sont le plus entraînés qui tiennent le coup. Et c'est ça qu'on voit aussi. Ça dépend effectivement aussi du tempérament, de ce qu'on recherche, de ce qu'on aime. Il y a des gens qui vont se sentir très épanouis dans ce milieu en se disant moi c'est ce qui me correspond. Et après, j'avoue qu'il y a des personnes comme moi, même j'aime la médecine, c'est mon métier, mais l'exercice du métier d'urgentiste, franchement, c'était pas ma came. 10 ans d'études, qu'est-ce qu'on n'apprend pas dans les livres? Et quand vous arrivez sur le terrain, vous dites mais ça je l'ai pas du tout appris. Alors il y a des choses sur le plan médical pur et à chaque fois je me dis mais c'est incroyable quand même, des choses simples et très fréquentes que j'avais jamais vues, en tout cas dans les bouquins. Et je me dis c'est quand même incroyable de pas apprendre des choses comme ça. Et d'ailleurs, par exemple, j'ai fait des petites vidéos sur certains sujets. Je sais pas si je parle de l'épine calcanéenne. Peut-être vous avez déjà entendu ce mot. C'est quand même quelque chose de très fréquent de voir quelqu'un qui arrive en cabinet et dire j'ai une douleur au talon, j'arrive pas à poser le pied. Ouais. Et
Voilà, c'est des choses, je les avais jamais vues nulle part. Et il y en a plein comme ça, je peux en citer plein des exemples. Et alors comment on fait pour justement pour s'approprier un sujet qu'on n'a pas vu? On dit on met le patient sur pause en disant je regarde dans mon Vidal ou je sais pas quoi, dans mon encyclopédie du pied. Alors effectivement, c'est ça qui est intéressant et que j'aime dans ce métier, c'est que même une fois les années d'études finies, on continue d'apprendre. Et moi, à chaque fois, je continue de découvrir des nouvelles choses. Et quand on les découvre, on les retient, on commence à les maîtriser. Et après, on se sent plus expérimenté. Mais on a la chance d'être quand même en France, d'avoir recours à pas mal de connaissances, que ce soit en ligne, etc. Mais aussi à d'autres spécialistes. Et des fois, quand je ne sais pas, voilà, j'adresse le patient à quelqu'un. Et après, j'ai un retour. Et avec le retour, j'apprends. Je me dis, ah, ok, c'était ça. D'accord. Il faut aussi penser que la médecine, en général, c'est un travail d'équipe. Exactement. Donc ça, c'est important de le savoir et je pense que c'est important pour les gens aussi, c'est-à-dire si on veut faire de la bonne médecine, il ne faut pas avoir un ego surdimensionné en disant non, mais je sais, je vais me débrouiller. Quand moi je sais pas, je fais je sais pas, alors je vais vous diriger vers la personne qui aura peut-être plus de connaissances sur le sujet que moi. Et après, comme je vous l'ai dit, voilà, on échange, on reçoit un courrier, et puis la personne revient aussi vers vous, elle vous dit il m'a dit ça, ok, d'accord, et donc moi je retiens, je sais ce qu'il faut faire. Et les choses se passent, et plus les années passent, moi j'ai pas 4000 ans derrière moi, mais en tout cas, le temps passe, les expériences, les cas, et on apprend. Ça fait 1 an qu'il est Toubib, 1 an, hein, voilà, 1 an. Exactement. Alors vous avez fait une année où vous avez remplacé, exactement. Dans le Nord, vous avez remplacé des confrères, et puis là maintenant vous êtes dans un centre de santé, mais à taille humaine, donc c'est pas la maison d'abattage comme on peut en connaître certains. Franchement, comme vous le disiez, avant je remplaçais c'était il n'y a pas si longtemps que ça, dans des cabinets. Il y a encore 2 mois, vous étiez encore avec votre voiture sur le terrain. Exactement, c'est vrai qu'en plus j'ai fait pas mal de visites à domicile sur l'année qui a précédé. J'ai fait aussi du SOS médecin, mais j'ai surtout remplacé beaucoup de médecins libéraux dans leur cabinet. Et donc, c'est un exercice différent d'aujourd'hui où là, je suis dans un centre médical qui est donc une grosse structure avec plusieurs cabinets à l'intérieur. Et du coup, où je fais de la médecine générale, mais en tant que médecin généraliste, je peux avoir mes patients, c'est-à-dire être déclaré comme médecin traitant. Et puis voilà, j'ai les rendez-vous, je vois les gens et je fais de la médecine générale. Comment les gens réagissent quand ils sont confrontés à votre jeune âge ? Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on vous renvoie ou pas du tout ? Alors, peut-être pas aujourd'hui. Parce que finalement, ce que j'ai appris en tout cas avec les années d'internat, etc., c'est aussi, on va dire, la manière de s'exprimer, d'aborder les choses avec les patients. Et une fois qu'on est vraiment dans le vif du sujet, qu'on commence à parler aux patients de ses problèmes, de ce qu'on va faire, etc., là, la personne vous écoute, elle est focus, elle voit le médecin. D'accord. Mais c'est vrai que ça a pu arriver dans les années qui ont précédé d'avoir... des gens qui sont un petit peu étonnés de voir quelqu'un d'assez jeune. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, je perds mes cheveux. Donc maintenant, je fais beaucoup plus vieux. Ouais. Avec une blouse, à mon avis, vous passez crème. Qu'est-ce qui vous a fait choisir médecin généraliste, qui est peut-être pas la voie la plus sexy de la profession ? Alors, très bonne question aussi. À vrai dire, quand j'ai commencé médecine, je voulais faire chirurgien. Donc, pareil, je pense que j'ai fantasmé le truc en voyant les choses à la télé, etc. Et arrivé dans les études, quand j'ai commencé à faire les stages, je fais « Ah non, franchement, ça me gave. » C'est quoi, ça saigne trop ? Non, justement, c'est que finalement, chez certaines personnes, ça procure un effet peut-être incroyable de se dire « Oh, on est en train d'opérer et tout. » Et moi, quand j'étais au bloc, ça me saoulait, quoi. J'avais juste envie de partir. Ça me faisait pas d'effet particulier. J'étais pas bien. J'étais juste, neutre. Je sais pas comment trouver l'adjectif. Mais il n'y avait pas d'excitation. Il n'y avait pas d'excitation du tout. Au contraire, ça me saoulait un peu. Les protocoles un petit peu bloc, de tout le temps se laver, mettre les blouses, rester statique pendant 2-3 heures et avoir les yeux focus comme ça sur le champ opératoire. Franchement, en plus, il n'y avait pas d'interaction forcément avec les gens. Il y en a quand ils font les consultations, les chirurgiens, mais c'est vrai que la majorité de leur métier, c'est quand même opérer. Et en tout cas, je ne m'y suis pas senti très à l'aise. Je me suis dit, ah non, ça ne me stimule pas. Et à côté de ça, forcément, vous avez parlé de livres, etc. Moi, j'ai découvert des livres, j'ai fait d'autres stages. Et je me suis dit, ah non, vraiment, la médecine purement clinique, c'est vraiment ce que j'aime bien. Mais
quelle spécialité je vais prendre. Et au moment de choisir, je me dis, mince, j'aime bien tout ce qui concerne la gastro-entérologie, la cardio, la pneumo, comment faire. Et du coup, c'est vrai que la médecine générale, c'était quelque chose qui me correspondait bien. En plus, j'avais fait un stage dedans, j'avais trouvé ça cool. J'avais fait des stages de médecine, on va dire générale, mais hospitalière, ce qu'on appelle la médecine polyvalente, la gériatrie. Et je me suis dit, je m'y vois bien, que ce soit à l'hôpital ou en ville, faire de la médecine un petit peu comme ça, qui touche à tout, au contact des gens. En fait, ça correspond vraiment à ce que je suis. Et les gens de votre promo, ils voulaient faire quoi ? C'est quoi la voie royale quand on fait médecine ? Le Graal, le truc qui fait le plus courir les jeunes docteurs. On va dire qu'il y a un petit top 5, c'est-à-dire qu'après il y a des effets de mode, selon les années, il y en a une qui passe devant une autre, mais c'est à peu près toujours ophtalmologie, anesthésie, radiologie, cardiologie, c'est à peu près ça qu'il y a dans le top. Ah ouais. Exactement. Pourquoi ? C'est parce que c'est les spécialités les mieux payées ? Alors en partie, on va pas se mentir, c'est vrai que c'est des spécialités très rémunératrices, en tout cas quand on travaille dans le privé, parce qu'il faut pas se faire des films, il faut pas non plus fantasmer le salaire des médecins hospitaliers qui touchent tous le même salaire en fonction des grilles. Il y a une grille. Il y a une grille, voilà, une grille avec les années, les échelons, et peu importe qu'on soit cardiologue ou pneumologue, ce sera la même chose. Mais c'est vrai qu'en privé, quand on travaille en ville, en cabinet libéral ou en clinique, il y a des spécialités qui sont très rémunératrices. Mais il n'y a pas que le côté argent, il y a aussi le côté confort de vie, dans le sens, est-ce que je vais avoir un métier avec beaucoup de garde ? Est-ce que je vais avoir un métier avec énormément de responsabilités ? Est-ce que je vais avoir aussi un métier qui me permettra d'avoir un exercice plutôt souple ? Il y a vraiment beaucoup de facteurs qui entrent en compte au moment où les gens commencent à choisir leur spécialité. Donc, ce n'est pas uniquement on va dire, l'aspect en elle-même, c'est tout ce qui gravite autour. Alors, vous, au début, dans vos vidéos, vous parliez facilement d'argent. Vous disiez, voilà, on gagne ça. Maintenant, vous donnez moins de chiffres. Exactement. Vous donnez moins de chiffres, donc vous dites, ouais, c'est confortable comme métier, mais il y a moins cette transparence que quand vous étiez étudiant. Bon, c'est vrai que c'est plus facile d'être transparent quand on gagne rien du tout. C'est une vérité, je vais pas mentir. Avant, c'était vraiment... je faisais des vidéos sur le fait de gagner 200 balles par mois quand j'étais externe, ou alors de gagner... 1417, ouais. Exactement. À peu près ça, quand je travaillais non-stop à l'hôpital. Bon, aujourd'hui, je fais partie des gens qui ont la chance et qui n'ont pas à se plaindre de leur salaire. Et je sais que, sachant que forcément, je viens pas de ce milieu, que c'est difficile pour beaucoup de monde en France. Et j'ai pas besoin de dire forcément combien je gagne. Les gens savent que je suis médecin et que j'ai pas à me plaindre. Donc, j'ai pas besoin de faire non plus des vidéos sur le fait que je gagne bien ma vie. Moralité, quand on commence à gagner de l'argent, la transparence, elle est moins facile. Mais les toubibs ont la réputation d'aimer les frics, d'aimer l'argent. Ouais, ça dépend des médecins. On est tous différents, franchement. Rien que sur le plan politique, je pense qu'il y a des médecins de tous bords, très à droite. Non, mais je sais pas, mais on peut être à gauche et aimer l'argent. Mais c'est un métier qu'on fait aussi pour les avantages que ça procure. Je sais pas si on peut en faire une vérité générale. Après, franchement, ça dépend des personnes. C'est-à-dire que, en tout cas, dans mon cas, on va être franc. C'est vrai que dans les choses qui m'ont dit aussi, je vais m'engager à fond dans la médecine, c'est me disant, je vais faire plein de sacrifices. À la fin, je serai quand même récompensé de toutes ces années où j'ai rien touché. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je suis pas déçu, mais voilà. Mais je ne peux pas vous dire combien je gagne, combien ça gagne un jeune docteur. Salarié. En vrai, je pourrais le dire, mais c'est juste que c'est trop variable selon un individu à un autre en fonction, parce que ça va dépendre vraiment de la quantité de travail et de l'exercice. Donc moi, j'ai un exemple en fait sur l'année qui a précédé où j'ai remplacé dans plein de cabinets différents et où le rythme était pas pareil du tout. Et donc, selon les cabinets, j'avais pas du tout la même rémunération. Ça allait de petits à grands extrêmes. Voilà, et aujourd'hui c'est Walid Mekedem qui est avec nous, alias Avicenne sur les réseaux. Vous avez une chaîne YouTube qui porte votre nom aujourd'hui, consacrée à la vulgarisation médicale. Donc si vous voulez savoir pourquoi il faut prendre des vitamines ou pas pendant l'hiver, faire une cure. Exactement, allez voir et abonnez-vous. Ça fait partie des sujets que vous traitez. On n'a pas toujours la réalité de ce que c'est que la vie d'un médecin. Par exemple, c'est combien de consultations par jour quand on fait une journée normale ? Alors ça varie énormément selon le type d'activité qu'on a. Alors là, j'ai un bon exemple, c'est-à-dire qu'en ce moment, je suis dans un centre où en fait, j'ai juste à voir les gens. C'est-à-dire, je m'occupe aucunement de tout ce qui est carte vie capitale, paiement, j'ai pas à décrocher le téléphone. Et je suis entre, ça va peut-être en choquer certains, mais entre 40 et 50 personnes par jour. Alors que quand je suis en cabinet libéral et que je gère tout, je suis autour de 30.
Mais c'est énorme déjà, 30 patients par jour. 30, c'est une grosse journée. Quand on fait de la médecine libérale, c'est vraiment genre le 9h-19h. Et c'est épuisant. Là, donc, je fais beaucoup plus, mais en n'ayant rien à gérer d'autre que les patients. Et la paperasse, ça peut être lourd. La paperasse, oui, ça peut être lourd. Du coup, quand on est dans l'exercice libéral, c'est vrai qu'en général, quand je remplace dans un cabinet libéral, une fois que j'ai terminé les consultes, je reste parfois 1 heure de plus dans le cabinet pour en fait gérer tout le reste. Il faut compléter les dossiers, il faut faire les feuilles de soins papier quand il y en a, il faut ouvrir les courriers, il faut des fois rappeler certaines personnes, faire des papiers qu'on avait dit à certains patients, je le remplirai plus tard. Donc tout ça, c'est du temps en plus. Là, j'avoue. Quand on rappelle les gens, c'est gratuit. C'est gratuit. Non, mais parce que les gens ont toujours l'impression que finalement le médecin il est corvéable. Exactement. Non, c'est vrai que je donne un exemple concret. Par exemple, en général, ce que je fais en fin de journée, c'est je regarde ce qu'on appelle les bios, c'est-à-dire que tous les gens qui font des prises de sang vide, moi je reçois les résultats. Donc je les reçois le jour même et le soir, évidemment, si je vois quelque chose d'anormal, j'appelle la personne pour lui dire ce qu'il faut faire. Alors, je ne vais pas être trop technique, mais imaginons une personne prend un traitement pour le sang, ce qu'on appelle un anticoagulant, elle doit surveiller un certain indice, ce qu'on appelle l'INR. Si je vois qu'il est trop élevé, le soir, je ne vais pas la laisser comme ça sans rien dire en ayant le risque qu'elle fasse un saignement. Donc il faut appeler la personne, il faut lui dire voilà, monsieur, vous êtes à combien de comprimés par jour, à quel dosage, on va diminuer ou vous allez arrêter tel jour. Donc voilà, il y a plein de situations comme ça où on est amené à rappeler les gens, à réexpliquer des choses, parfois à faire des ordonnances qu'on leur envoie par mail dans la foulée. Donc en fait, tout ce qui suit après la dernière consulte, parfois ça prend vraiment du temps. Vous vouliez faire ce métier, justement pour la liberté, pouvoir faire plusieurs activités à la fois. Là, vous vous retrouvez salarié dans un centre médical. Est-ce que c'est pas finalement ce que vous ne vouliez pas être ? Alors c'est vrai qu'avant, on me parlait de médecins qui étaient salariés et je regardais ça de loin en disant « Oh non, franchement, c'est pas pour moi ». Et en arrivant à Paris, j'ai découvert effectivement les centres médicaux qui n'existent pas ou qui existent très peu dans le Nord. Moi, j'en connaissais pas. Et j'en ai trouvé un, en tout cas, qui me convient très bien, où je m'entends bien avec les gens qui travaillent et où j'ai une certaine liberté. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas un cadre strict. Donc, j'ai mes journées de travail que je planifie comme je veux. Je peux poser un petit peu aussi quand je veux mes journées de travail. Je peux m'arranger avec celle qui gère les plannings, etc. Ça me laisse vraiment beaucoup de souplesse en ayant en plus de ça le confort qui va avec. Comme je vous ai dit, de ne pas faire de paperasse, etc. D'avoir tout ce qui... Pas d'accueil, pas de... Voilà. Exactement. Juste... Pas d'arroser les plantes au cabinet. Ouais. Rien à faire. Juste, je me concentre sur les patients. Matin, j'arrive, j'ai un petit bureau qui est prêt, j'ai une petite blouse qui est prête. Et après, les gens arrivent dans la petite salle d'attente en face du cabinet. Et franchement, c'est ultra confortable. Alors, est-ce que cet exercice me conviendra longtemps ? Je ne sais pas. Mais je suis partisan de tester et après de me faire une idée et on verra bien. Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier de médecin généraliste ? Alors, je pense que déjà pour être médecin généraliste, il faut aimer le contact avec les gens et parler, tout simplement. Moi, j'avoue que surtout à Paris, ça me fascine un petit peu parce que du coup, je vois des gens qui viennent vraiment de partout et qui ont des métiers parfois inédits, totalement différents, etc. Et j'aime bien poser des questions, des fois, sur ce qu'ils font, etc., pour comprendre, pour savoir et me dire « Ah ouais, ok, d'accord ». Et donc, ce contact avec les gens, les histoires, franchement, j'aime beaucoup. Après, forcément, il y a le côté démarche purement clinique, c'est-à-dire les gens viennent avec un problème. Bon, c'est à moi de dépatouiller. D'accord, de dépatouiller, d'essayer de trouver une solution, une explication. Donc forcément, il y a ce côté-là. Et après, il y a ce côté aussi, comme je vous l'ai dit, où à chaque fois on apprend, à chaque fois je découvre des choses et donc parfois j'ignorais l'existence et après j'en apprends plus, je maîtrise la chose. Et c'est vrai que c'est très stimulant sur le plan intellectuel. Donc franchement, et puis il y a ce côté aussi de se dire, quand on a fait une journée, qu'on s'est investi à fond, de se dire, franchement, aujourd'hui, j'ai pas servi à rien. Donc ça, c'est quelque chose de... En fait, vous avez ce sentiment d'être utile ? Oui, franchement, sans mentir, en étant honnête, il y a des journées vraiment, le soir, je me sens bien avec moi-même en disant j'ai été utile. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très agréable. Franchement, moi, je vous le dis, ça me fait beaucoup de bien. C'est comme si c'était une thérapie, en fait, de s'occuper parfois des autres. Le soir, on se sent bien en se disant... Ah, franchement, j'ai aidé une telle personne, même si c'est d'iota, mais en fait, quand on s'est senti justement qu'on a été utile aux gens, j'ai ce sentiment, moi, de me sentir bien, en fait, tout simplement. Alors, vous avez bien choisi votre année, vous avez démarré votre année de pro avec Covid. Oh là là. Alors, là... Ah, franchement... Le ou la Covid ?
Moi, je dis le Covid. Je me prends Bon, pas la tête. donc vous prenez pas la tête, vous dites le Covid, et vous dites Omicron ou Omicron. Moi, je dis Omicron. D'accord, très bien. Ouais. Bon, alors, là, subitement, vous terminez vos études de médecine et arrive Covid. Donc, et finalement, qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Ah, j'en peux plus du Covid. Franchement, je vomis le Covid. Déjà, il faut savoir qu'en fait, il est arrivé quelques mois avant que je finisse. Donc, c'est arrivé au premier confinement, début d'année, février-mars. Donc, j'étais interne dans un service de médecine polyvalente. Donc, l'équivalent de la médecine générale de l'hôpital, c'est-à-dire vraiment le service où il y a tout. D'accord. Et là, bim, le Covid arrive et ça chamboule tout. Donc, je me retrouve dans un service de soins continus. Donc, c'est-à-dire vraiment les soins entre la médecine normale à l'hôpital et la réa. Là où vraiment, c'est quand même un petit peu costaud. Et donc, avec le Covid, au début, on ne connaît pas trop. Les gens, tous ceux qui arrivaient, ils arrivaient pour faire des formes très sévères. Donc, moi, je voyais deux cas de figure. Les gens qui venaient clairement et qui mouraient très rapidement. Et après, il y avait ceux qu'on récupérait juste après la réa. Donc, ceux qui avaient survécu. Donc, c'était vraiment deux extrêmes, hein, ceux qui finissaient et ceux qui survivaient. Donc, waouh, ça m'a fait une expérience quand même assez... je ne trouve pas l'adjectif, mais dont je vais me souvenir. Et puis après, on commence un peu à démystifier les choses. Le Covid, vous voyez, ça dure. Et je commence à faire de la médecine de ville. Et après, je vois le Covid aussi, dont on ne parle pas forcément assez, mais le Covid, la gestion du Covid en ville. Parce que forcément, tous les Covid finissent pas à l'hôpital. Mais tous les Covid vont voir un médecin. Vous voyez, tous les gens qui ont le Covid. Donc, ça fait quand même une masse de personnes incroyables à gérer, avec à chaque fois des histoires différentes, des symptômes différents, des prises en charge différentes. Après, il y a eu les vaccins qui sont arrivés. Il y a tellement de choses qui arrivent à chaque fois avec ce Covid. Donc, il faut... Même moi, je les découvre. Je découvre, on reçoit des mails de ce qu'on appelle la DGS qui nous donne des consignes, etc. Et du coup, à chaque fois, on apprend des nouveaux trucs. Les gens viennent avec des nouvelles questions. Il y a plein de situations sur lesquelles on n'est pas à l'aise. Et alors quoi, par exemple? Parce que les questions que vous posent le plus les gens qui viennent vous voir, je parle de votre expérience à vous. Donc, là... du coup, forcément, là, c'était l'année vaccin. Donc, vaccin, pareil, j'ai eu 1 milliard de questions sur le sujet. Par parenthèse, la première vidéo YouTube que vous ayez jamais faite concernait la vaccination. Exactement. Ça s'invente pas, ça. Ça s'invente pas. Donc, mais c'était avant l'ARN messager. Exactement. C'était avant Spike. C'était avant les vaccins pour le Covid. Mais du coup, c'est vrai que cette année, j'ai eu énormément de questions sur les vaccins Covid. Et vaccins de Covid, je les connaissais pas avant les patients non plus. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés. Il a fallu aussi se renseigner sur le sujet. Répondre comme on pouvait, mais des fois je disais je sais pas. Et du coup, c'est pour ça à un moment j'ai fait cette année une vidéo sur les vaccins Covid avec quelqu'un qui s'y connaît très bien. Qui est même une star des réseaux lui aussi, et qu'on voit beaucoup. On voit beaucoup. Il s'appelle David Smadja, non? C'est Nathan. Nathan Smadja, il y a un infectiologue à l'hôpital Bichat. Ouais. Je me suis dit quoi de mieux qu'un infectiologue en plus qui fait de la recherche et tout ça pour parler des vaccins. Donc je lui ai posé les questions les plus fréquentes qu'on me posait en cabinet, mais c'est vrai que ces questions qui paraissent maintenant peut-être aujourd'hui faciles, au début elles étaient difficiles du coup pour répondre aux questions. Donc voilà, les vaccins, les variants. Il y a tellement de questions en fait qui arrivent sur le sujet du Covid et à chaque fois il y en a des nouvelles. Et c'est vrai que c'est une prise de tête incroyable parce que c'est source quand même d'anxiété, de stress, d'angoisse, le Covid pour pas mal de gens. Et c'est difficile d'avoir parfois des réponses claires, qui rassurent et tout ça. Mais on fait comme on peut. Je pense que ce soit du côté des patients, des gens, des médecins, c'est une année... 2 années en tout cas qui n'ont pas été simples, où il a fallu s'adapter, mais on s'adapte encore, parce que je pense que c'est pas terminé, qu'il y aura encore des nouvelles choses et des nouvelles questions qui vont venir. C'est pas fini, mais souvent une question qui revient, c'est j'ai le Covid, qu'est-ce que je prends comme médicament? Ah ouais, cette question, elle m'a fatigué. Non mais attendez, moi c'est une question, j'entends tout le temps, j'ai le Covid, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, j'en sais rien, je suis pas médecin déjà. Elle m'a fatigué. Aujourd'hui, les gens, ils ont quand même assimilé le fait que Covid, ça reste une maladie virale, même si on peut faire des formes très sévères, mais pour laquelle, en tout cas, en ambulatoire, c'est-à-dire sur les soins de base de médecine générale, il n'y a pas de traitement hormis paracétamol pour soulager les symptômes grippaux. Ça, c'est assimilé chez quand même beaucoup de personnes. Après, je me suis retrouvé encore, et très récemment, dans des situations où des gens me demandent des protocoles sortis de je ne sais où, avec une liste de médicaments, mais... des associations farfelues qui sont trouvées sur internet ou qui ont dit voilà c'est des protocoles du professeur Didier Raoult et tout ça et c'est fatigant, franchement c'est fatigant parce que du coup moi je me laisse pas non plus imposer ce que je dois prescrire et du coup des fois ça engendre quand même des situations conflictuelles avec des personnes qui viennent en disant non mais voilà je veux ça
Sauf que moi je dis, moi je suis pas un épicier, hein. C'est pas, vous me demandez ça, je vous donne ça. Si je juge que je dois prescrire ça, je le prescris. Si je juge que c'est pas nécessaire, je le fais pas. Et là, des fois, c'est des situations compliquées. Heureusement, c'est devenu très rare. Au début, c'était peut-être plus fréquent. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. Mais voilà, c'est vrai que c'est une pagaille pas possible. Il y a eu tellement d'informations qui ont circulé sur le Covid, des bonnes comme des mauvaises. Aujourd'hui, l'information circule très rapidement, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Elle est accessible à tout le monde. Ça crée un bordel monstrueux, en fait. Quel est le pourcentage des gens qui viennent vous voir au cabinet et qui ont déjà regardé sur Internet ce qu'ils avaient ? On se rapproche des 100%. Non, mais Il y a beaucoup de gens. Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'information, elle circule tellement sur le net. Est-ce que les gens, ils viennent pas se faire confirmer par le médecin le diagnostic qu'ils ont eux-mêmes fait ? Alors, il y en a beaucoup. Après, ils ne sont pas tous déclarés dans le sens, tout le monde ne dit pas j'ai regardé sur Internet. Il y a beaucoup de personnes qui commencent la consultation en disant, ou pas qui la commencent, qui introduisent et qui ensuite disent, au fait, j'ai regardé sur Internet, et je pense que j'ai ça. Alors, parfois c'est étonnant, c'est bingo, quoi. C'est dans le mille, c'est pas faux. Ou alors, si c'est pas faux, ça a confirmé, mais c'est pertinent. Et parfois, franchement, c'est à côté, quoi. Parce que des fois, on se retrouve dans des situations de diagnostic extrêmes pour des choses bénignes, hein. Je veux dire, y a des gens vont dire, forcément, le classique, c'est j'ai un cancer, alors que la personne, elle est enrhumée. Vous voyez ce que je veux dire, Mais c'est autre chose. Hein. Ouais, non, mais du coup, il y a de tout. Après, voilà, je pense que c'est pas plus mal qu'aujourd'hui, les gens puissent s'informer sur la santé, etc. Mais il faut savoir le gérer, parce que c'est source aussi d'hypocondrie, hein. C'est-à-dire que les gens ont des symptômes, qui regardent sur Internet et après ils se font des films monumentaux qui les rendent très très angoissés. Est-ce que le métier que vous pratiquez aujourd'hui ressemble à celui que vous imaginiez ? Alors pas du tout. Pas du tout. Du coup, franchement, ce qui est bien, entre guillemets, avec le fait que les études de médecine soient longues, c'est qu'on s'adapte. On adapte aussi notre esprit par rapport aux attentes qu'on avait, etc. Je pense que si... les études étaient très courtes, que vous retrouvez avec la projection de base de ce que vous faites du métier, est-ce que c'est en réalité, vous êtes choqué, et pour pas mal, vous serez même très déçu, et il y aurait des désillusions. Là, les choses se font lentement dans le temps. Et donc, moi, j'ai su m'adapter, me dire, la réalité de la médecine, c'est ça, d'accord ? Mais il y a aussi des gens qui n'ont pas su s'adapter, hein. Il y a beaucoup de personnes qui sont finalement dégoûtées durant leurs études. Ça existe, des gens qui arrêtent en cursus. Mais vous parlez beaucoup de finalement de la misère émotionnelle des étudiants de médecine, un sujet dont on parle assez peu d'ailleurs. Exactement. Mais c'est très présent. Hein. C'est très présent. Et les études de médecine, comme on l'a dit, elles sont longues, elles sont difficiles, elles sont exigeantes. Et ce sont des études particulières dans le fait aussi qu'on est confronté du coup à des situations avec les gens. On est toujours au contact des gens, avec des situations très difficiles, toujours le dénominateur commun, la santé, la maladie, la mort. Et on se retrouve avec des situations parfois émotionnellement très difficiles à gérer, alors qu'on n'a pas non plus un background, je ne sais pas comment on le dit, assez costaud pour encaisser, hein. C'est-à-dire qu'après, c'est vraiment chacun n'a pas la même facilité à encaisser certaines choses. Je vais vous donner des exemples concrets, mais si vous vous retrouvez, je ne sais pas, à faire une sortie avec le SAMU à 21, 22 ans, que vous vous retrouvez dans une situation où il y a du sang partout, ou que vous êtes en train de faire un massage cardiaque, la personne elle est en train de mourir, que les gens, la famille autour, en train de crier, hurler, alors soit ça vous traumatise, soit c'est pas une situation très sympathique, mais ça passe et vous enchaînez. Ça, vraiment, ça dépend des personnes. Donc, c'est des études comme ça où, en plus, il n'y a pas de débrief. Ça dépend avec qui on travaille, mais... Il n'y a pas de supervision, en fait. C'est ça que vous entendez. Ça dépend. Après, c'est chacun sa chance avec les personnes avec qui on est. Mais vous allez être avec un chef, vous allez faire une sortie comme ça. Soit, pour lui, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de retour là-dessus. Et du coup, vous enchaînez. Et soit, vous restez avec ça dans la tête. Comme ça, et vous y pensez, vous dites, mais ce que je viens de vivre là, c'est ouf, on aurait pu en discuter, débriefer un petit peu, ça m'aurait fait du bien. C'est pas forcément le cas toujours. Vous voulez qu'on en parle ? Bon, quand Maître Bouali met la musique, ça veut dire que c'est terminé. À Vicenne, c'est sur sa chaîne YouTube, le docteur Walid Mekedem, 28 ans, docteur depuis 1 an, était notre invité ce matin. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci Doc. Merci à vous, et un dernier mot, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Voilà, et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.